Ce soir, témoignage fort attendu de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, à la commission d'enquête sur l'état d'urgence. On fait le point avec l'ex-commissaire adjoint Pierre-Yves Bourdouat. Sommet du G20, rencontre entre le président Xi et Justin Trudeau sur les fonds d'allégations d'interférence par la Chine dans les élections canadiennes. Les politicologues Geneviève Tellier et Daniel Belland sont avec nous. Et la vérificatrice générale du Canada fustige le gouvernement fédéral pour sa gestion des données des Canadiens dans le nuage, sa protection de la souveraineté dans l'Arctique et ses programmes visant à réduire l'itinérance. Nous nous entretenons avec Karen Hogan. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Martin Stringer et je remplace Esther Bégin ce soir. C'était aujourd'hui le témoignage fort attendu de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, à la commission d'enquête sur l'état d'urgence. Devant le juge Rouleau, elle a raconté comment, la veille de la déclaration d'urgence par le gouvernement fédéral, elle n'a pas eu l'occasion d'informer les ministres du nouveau plan de la police pour expulser les manifestants du centre-ville d'Ottawa. On l'écoute. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit que vous devriez vous assurer que le gouvernement était au courant de votre opinion quant à ces éléments avant qu'il décide d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Réponse. En rétrospective, oui, ça aurait été quelque chose d'important, mais honnêtement, il y avait tellement d'informations qui circulaient. Je ne sais pas où ils étaient exactement dans leur décision relativement à l'invocation de la loi. J'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourdouat. Bonjour, Monsieur Bourdouat. Bonjour. Je le disais, c'était aujourd'hui une journée de témoignage fort attendue de façon générale. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de la performance de Brenda Lucki, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'elle s'est bien défendue? Est-ce qu'elle s'en est bien sortie? Le rôle de la commissaire devant la commission, c'est de juste s'assurer de bien véhiculer le message concernant les communications entre le bureau du commissaire, les élus et aussi les autres partenaires importants. La commissaire a fait montre jusqu'à un certain point de retenue dans son témoignage, mais en même temps, il y avait certains aspects de son témoignage qui étaient inquiétants. Un, c'est qu'elle a reconnu que lorsqu'elle a assisté à une rencontre du cabinet le 13 février, c'est-à-dire la journée avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, elle avait dans ses notes le fait que la GRC possédait encore dans ses mains des outils légaux pour pouvoir mettre un terme à l'occupation. Mais elle n'a pas parlé lors de cette réunion du cabinet-là. Donc, c'est assez troublant. Et l'autre volet, c'est lors de son témoignage, elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas de la discussion qu'elle avait eue avec le commissaire de la police provinciale de l'Ontario concernant certains déploiements d'effectifs et des plans opérationnels qui étaient quand même importants. Donc, ces oublis-là mettent quand même en lumière certains éléments fautifs dans l'approche de la GRC vis-à-vis cette situation-là. Mais c'est très bizarre parce qu'on avait beaucoup entendu, puis c'était admis comme évidence, comme preuve, un courriel que Mme Lucki, le commissaire Lucki, avait envoyé quand même au bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Ouais. Elle avait envoyé quand même un courriel à son bureau disant qu'elle ne pensait pas que tous les outils avaient été employés. Mais là, vous dites justement qu'aujourd'hui, elle est allée un peu plus loin pour dire qu'elle n'a pas pu aller aussi loin qu'elle aurait voulu ou qu'elle aurait dû avec les instances politiques, avec les ministres. Exactement. Lorsqu'elle était assise à la réunion du cabinet, elle avait dans ses notes le fait qu'il y avait des outils encore nécessaires, mais elle a reconnu ne pas avoir exprimé son point de vue devant les ministres qui étaient rassemblés au cabinet la veille, en fait, de l'invocation Mais ça souligne aussi quand même par le fait qu'elle semblait donc, selon ça, elle semblait être convaincue que les mesures d'urgence, la loi sur les mesures d'urgence n'était pas nécessaire. Il y avait encore toujours des outils à utiliser. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que tous les corps policiers, les forces de l'ordre ont reconnu qu'ils avaient en main des outils,
mais lorsque la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée le 14 février et que le 18 février, les autorités sont entrées pour en fait déplacer l'occupation du centre-ville d'Ottawa, les remorqueuses étaient là pour supporter les policiers et les policiers ont tous reconnu d'emblée que la loi des mesures d'urgence leur a permis justement de pouvoir déployer les remorqueuses pour déplacer les camions. Donc, d'un côté, on dit, oh, on avait des outils nécessaires, mais de l'autre, en même temps, on dit, ben, on s'est servi de certaines provisions de la loi des mesures d'urgence pour effectuer le déblocage de l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Mais pour le commun des mortels qui regardent cette commission, un des buts principaux de cette commission, c'est justement de décider si l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était justifiée et justifiable. Et si tous les corps policiers disent que, bon, non, on pensait qu'on avait déjà des moyens et on avait même un plan qui prédatait la loi sur les mesures d'urgence, après le fait, les corps policiers disent, bon, non, mais ça a été quand même pratique, ça nous a dépanné, ça nous a aidé, comme avec les remorqueurs. Qu'est-ce que ça fait pour l'argumentation fondamentale du gouvernement que c'était mérité, que c'était justifié et que c'était essentiel? Ce qui est intéressant, c'est que justement, les corps policiers vont donner ni plus ni moins de l'eau au moulin aux élus qui vont se présenter au cours des prochains jours pour justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, il est certain que les politiciens qui vont se présenter devant la commission vont se servir de cet aspect du témoignage de différents corps policiers qui disent, entre autres, que la loi des mesures d'urgence était nécessaire. On n'a qu'à penser aujourd'hui au témoignage de Michael Duhem, qui était sous-commissaire, qui est sous-commissaire à la GRC, qui a parlé, entre autres, d'un aspect important de la loi sur les mesures d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir geler les comptes bancaires de certains membres qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, des membres du convoi. Donc, dans ce contexte-là, ça a précipité le départ de certains de ces membres-là qui, jusqu'à un certain point, ont vu leur compte de banque, l'accès au crédit gelé suite à l'information qui a été donnée par la GRC aux différentes institutions financières. Mais là, vous faites allusion à ça, mais quand même aussi, ça veut dire que la semaine prochaine, on s'attend à ce que... on sait que pour le restant de cette semaine, on va entendre parler du témoignage du conseiller principal en matière de sécurité nationale au premier ministre, mais la semaine prochaine, ce sont des ministres fédéraux et le premier ministre Justin Trudeau lui-même qui vont comparaître devant la commission. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Ce que je vais trouver fascinant de mon côté, puis ce que je trouve très, très intéressant à suivre la commission, c'est à quel point est-ce qu'il y a un lien, une zone grise entre, par exemple, les autorités policières qui gèrent une situation qui est hors du commun. D'ailleurs, la commissaire Lucky de la GRC a reconnu aujourd'hui que c'était une situation qu'elle n'avait jamais vue de tout son service. Et de l'autre côté, c'est les élus qui, eux, voient cette occupation-là, mais d'une perspective qui est ni plus ni moins de la gestion de la paix publique. Donc, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que les élus vont se servir des témoignages de certains hauts gradés policiers pour justement justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Mm-hmm. Mais en même temps, on a eu tellement de témoignages qui ont aussi suggéré que ce n'était pas techniquement nécessaire pour invoquer la loi sur les mesures de guerre. Les politiciens, ils vont quoi? Peut-être faire une argumentation que, comme vous dites, là, que ce n'était pas techniquement nécessaire, mais c'était, je ne sais pas, pour la paix et le bon ordre. C'était pour rassurer la population ou quoi? Oui, effectivement, parce que si, d'ailleurs, le directeur Vigneault, le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, a clairement dit aux élus, quelques jours avant l'invocation de la loi, qu'à son avis, à lui, il n'y avait pas de menace de violence contre les personnes, contre les propriétés, il n'y avait pas de menace d'espionnage ou de subversion de la part d'un pays étranger. Donc, la loi n'était pas, selon lui, nécessaire pour mettre un terme à cette occupation-là. Donc,
Par contre, les élus, eux, regardent ça comme une personne qui regarde l'ensemble de la population et toute l'instabilité que ça a créé, non seulement pour les policiers et les citoyens de la ville d'Ottawa, mais qu'on pense à Coutts en Alberta ou le pont à Windsor qui est aussi bloqué. Ce qui met la table pour des témoignages très intéressants la semaine prochaine. Pierre-Yves Bourduas, ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Le premier ministre Trudeau et le président chinois Xi Jinping se sont brièvement rencontrés ce matin en marge du sommet du G20 en Indonésie. Justin Trudeau a fait part des inquiétudes du Canada concernant les allégations selon lesquelles la Chine aurait secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019. Par ailleurs, un comité de la Chambre des communes a décidé hier de tenir les audiences publiques pour faire la lumière sur ces informations. Voici ce qui avait à dire le ministre canadien des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sur cette affaire. Notre position elle est claire. Nous n'allons pas accepter aucune forme d'ingérence étrangère dans nos élections, dans notre système démocratique ou de façon générale au Canada. Donc, il n'y a pas de conversation à avoir sur cette question-là. C'est intolérable. Nous n'allons pas le tolérer. Et par conséquent, nous allons faire en sorte, bien entendu, que nos agences de renseignement, que nos forces policières soient impliquées et proactives sur ces questions-là. Je poursuis maintenant les allégations d'interférence de la Chine dans les élections canadiennes avec les politicologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, Martin. OK, Geneviève, on commence avec le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu, aurait été informé de cette interférence de la Chine dans les élections canadiennes dès janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes, évidemment, ils ont posé la question pourquoi ça a pris 2 ans avant que les autorités avisent le premier ministre. Geneviève, à quel point est-ce que cette affaire est sérieuse et à quel point est-ce que c'est embarrassant ou difficile pour le gouvernement? C'est très sérieux et c'est très embarrassant pour le gouvernement. C'est très sérieux parce que quand même, inférence étrangère dans le processus électoral, c'est un thème qu'on discute maintenant depuis quelques années. C'est inquiétant. Les élections libres devraient être libres et concerner juste les Canadiens. Alors, c'est évident que des puissances étrangères ne devraient pas s'impliquer dans le processus. D'ailleurs, c'est illégal de faire des contributions monétaires si vous êtes à l'étranger, si vous êtes étranger. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux. C'est aussi très embarrassant pour le gouvernement actuel, pour Justin Trudeau, parce que, rappelez-vous, en ce moment, il y a aussi une commission qui a lieu, une commission d'enquête sur l'application de la loi des mesures d'urgence, où là aussi, on se posait la question, est-ce qu'il y aurait de l'ingérence étrangère? Est-ce qu'il y aurait des fonds qui viendraient de l'étranger pour appuyer les mouvements des manifestants? Et là, on a fait l'état d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Pourquoi est-ce que le gouvernement tarde, n'est pas transparent? Et je comprends très bien les conservateurs de poser des questions, puis de demander une reddition de comptes qui semble tarder de la part du gouvernement. OK. Daniel, l'annonce de ces travaux du comité de la Chambre des communes, hier, ils ont décidé de lancer des enquêtes de la part d'un comité de la Chambre des communes dans l'ingérence de la Chine dans les élections. Ça survient quelques jours après l'ouverture d'une autre enquête sur le soi-disant poste de police chinois illégaux à Toronto. Et aussi, hier, on a vu l'arrestation d'un employé d'Hydro-Québec accusé d'avoir livré des secrets à la Chine. Est-ce que la question de la Chine pourrait devenir un enjeu important ou plus important pour l'opposition à Ottawa? Et est-ce que ça peut être aussi difficile, une lame à double tranchant pour les conservateurs? Oui, je pense que ça va être une question de plus en plus importante pour les conservateurs à la Chambre des communes. Les conservateurs sont très critiques envers la Chine depuis longtemps. Par rapport aux libéraux, on sait, c'est Pierre Trudeau qui avait rétabli ou établi les rapports diplomatiques avec le régime de Beijing en 1970, avait été le premier ministre canadien à aller en Chine en 1973. Sous Jean Chrétien, il y avait des visites en Chine, des ententes avec la Chine. Donc, les libéraux ont une relation quand même plus étroite avec la Chine que les conservateurs. On se souvient sous Stephen Harper que Stephen Harper n'avait pas assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing en 2008, qu'il avait même accordé la citoyenneté canadienne honoraire au Dalai Lama, ce que la Chine n'avait pas apprécié. Alors, on a 2 visions différentes, je pense, qui s'affrontent.
mais on voit que les libéraux, là, on le voit depuis quelques jours surtout, adoptent un discours de plus en plus critique envers la Chine. Mais c'est une tendance lourde, je pense, et c'est pas seulement au Canada. On a vu une inflexion dans les rapports entre la Chine et d'autres puissances occidentales, y compris les États-Unis, au cours des dernières années. Et on a vu évidemment au Canada la situation avec les deux Michael. Donc, je pense que la situation se détériore lentement et ça donne des munitions aux conservateurs qui, comme je l'ai expliqué plus tôt, sont plus critiques envers la Chine que les libéraux depuis très longtemps. Mais si, moi je soulève un peu l'autre côté de la médaille politique pour les conservateurs et je pose la question à vous deux. Commençons par vous, Daniel. L'autre côté, c'est qu'on a eu quand même les candidats conservateurs et aussi les candidats défaites conservateurs dans la dernière élection qui ont dit à leur parti qu'ils ont souffert à cause de leur position qu'ils ont prise face au gouvernement de Chine, mais ils ont souffert aussi auprès des populations chinoises au Canada. Ils disent qu'ils ont perdu leur tentative de réélection ou d'élection à cause d'un backlash, si on veut, de la communauté chinoise au Canada. Daniel? Oui, non, c'est un très bon point. La population chinoise au Canada, c'est 4,6 de la population d'après le dernier recensement de 2021. Donc, on parle quand même qui est très concentré dans certaines régions du pays, comme dans la grande région de Vancouver, dans la grande région de Toronto. Et là, ils ont un poids démographique très important et donc, ça peut évidemment créer des problèmes pour les conservateurs parce que les gens d'origine chinoise ne veulent pas nécessairement qu'il y ait vraiment des tensions énormes entre la Chine et le Canada. Donc, je pense que oui, ça peut être un couteau à double tranchant. En même temps, si on parle d'opinion publique en général, il y a un sondage Nanos qui est sorti plus tôt au mois de novembre, donc plus tôt ce mois-ci, et il montrait que 84% des Canadiens ont une vision négative du rôle de la Chine dans le monde. 84%. Donc oui, il y a les gens d'origine chinoise, ça peut jouer des tours dans certaines régions du pays, mais si on regarde la population canadienne en général, il y a du scepticisme et même une vision négative de la Chine qui est très forte en ce moment. Geneviève, sur ce sujet-là, puis aussi je rajoute la question, on a vu la semaine dernière, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a quand même commencé à une ébauche de cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique, où elle dit que le Canada pourrait quand même aussi coopérer avec la Chine en matière comme l'environnement, lors d'un forum qui va avoir lieu à Montréal. Elle dit qu'il faut quand même coopérer avec cette puissance qui est le gouvernement de la Chine. Des réflexions sur la stratégie canadienne, mais aussi sur l'aspect politique canadien. Oui, en ce moment, c'est ça, c'est fascinant. Je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures à discuter du sujet parce que là, on sent que les plaques tectoniques sont en train de changer. Alors, la relation stable, positive que Justin Trudeau nous présentait à l'époque, il y a quelques années, ça tient plus. Puis je pense que l'histoire des deux Michael, puis Huawei aussi, puis c'est pas juste l'emprisonnement de Mme Huawei, là, comme on peut l'appeler, mais toute la politique de est-ce qu'on permet à la compagnie de venir s'implanter, faire des affaires ici au pays. Et donc, ça soulève des questions d'espionnage, d'éthique et tout ça. Et donc, la relation avec la Chine est en train de changer chez les libéraux eux-mêmes. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est une nouvelle proposition qui a pris un peu de temps à être développée, mais je pense que c'est de bonne guerre, où le gouvernement me semble dire à la population, la Chine est là, c'est un incontournable, on parle d'un pays d'1 milliard d'habitants, mais est-ce qu'il y aurait des alternatives à la Chine? Et tout de suite, on pense à l'Inde. Alors, on est en train de justement changer un peu le centre d'intérêt. Et oui, la Chine est là, on ne peut pas faire fi et dire, bon, ben on coupe tout lien avec la Chine. C'est pas possible, mais tranquillement, on est peut-être en train de justement observer ou regarder d'autres pays puis dire, ben ça serait peut-être plus avec eux qu'on ferait affaire. Un État de droit comme l'Inde, c'est sans doute plus intéressant que le visage que Xi Jinping est en train de nous présenter, qui est un peu inquiétant, où on ne sait pas trop où va la Chine, mais c'est un pays qui a la méthode dure aussi. Alors, il y a de quoi soulever des inquiétudes ici au Canada, puis comme Daniel le mentionnait, ailleurs aussi sur la planète. Puis comme Daniel l'a mentionné, je vous le soumets, il y a aussi des sondages publics qui montrent que la population canadienne a une impression de plus en plus négative de la Chine comme entité et la Chine surtout comme gouvernement, Geneviève.
Ben oui, mais l'histoire des deux Michael, je pense, on l'a encore frais à la mémoire. Et donc, si les droits minimums de base pour faire affaire avec un autre pays sont pas respectés, ben oui, c'est moins intéressant. Alors, oui, la Chine a une forte côte à remonter. Ensuite, il y a la population chinoise qui habite au pays. Je pense qu'il faut aussi pas oublier que c'est pas un bloc monolithique. Alors, il y a différentes visions, perspectives chez les communautés chinoises aussi. Et je m'attends peut-être à ce qu'il y ait aussi des discussions puis des affrontements entre elles. Alors, pro-Chine Pékin ou contre Chine ou pro-Chine Hong Kong, par exemple. Et là, ça pourrait être intéressant de voir comment ça se développe. Mais oui, ce sondage-là, je pense qu'il montre clairement que dans la population, il y a un certain scepticisme. Et c'est sans doute pour ça que le gouvernement nous présente cette proposition-là à ce moment-ci. Bon, c'est un sujet à suivre sans aucun doute avec la deuxième superpuissance au monde. Je vous remercie beaucoup. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. La vérificatrice générale du Canada fustige le gouvernement fédéral sur plusieurs fronts aujourd'hui dans son rapport déposé au Parlement. Selon Karen Hogan, le gouvernement n'a pas consacré les fonds nécessaires pour protéger la sécurité des données des Canadiens dans le nuage. Sur les services aux personnes itinérantes, elle a découvert aussi que le gouvernement fédéral ne connaît pas l'impact de ces programmes malgré plus de 4 milliards investis jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas tout. Je reçois maintenant Karen Hogan. Bienvenue à notre émission, Madame Hogan. Bonjour, merci de m'avoir invité. Commençons par la sécurité des données des Canadiens dans le nuage. Quelles sont vos préoccupations? Alors ici, on voulait regarder si l'information qui était stockée dans le nuage avait des contrôles et de la sécurité alentour. Et ce qu'on a constaté, que des contrôles de base, le gouvernement les avait mis en place, mais que le suivi continu était incohérent. Et alors, les entités qui étaient responsables de veiller à ce que les contrôles fonctionnent efficacement dans le long terme ne le faisaient pas d'une façon cohérente. Donc, pour vous, c'est une question de suivi et d'avoir des contrôles en place qui ne le sont pas. Oui, c'est une question qu'au début, quand il y a une transition ou un contrat avec des fournisseurs pour des services infonuagiques, que le vérifié est là au début, que les contrôles existent. Mais les contrôles doivent être efficaces durant une durée de temps, pas seulement à un point de temps. Et c'est vraiment le suivi qui manquait ou ce qu'il y avait des lacunes. Alors, c'est le temps de resserrer les contrôles et de s'assurer, avant que trop d'informations se déplacent au nuage, que les contrôles sont bel et bien en place et que les rôles et responsabilités sont bien connus. Et ça fait quand même un certain temps qu'on est en train de migrer les informations dans le nuage. Je pense que ça fait 4 ans depuis que le Conseil du Trésor encourage les ministères d'utiliser le nuage. C'est vrai, ça fait environ 4 ans que le Conseil du Trésor a encouragé les ministères de considérer le nuage pour stocker de l'information des Canadiens. Mais il y a des lacunes dans ce plan. On a constaté que le Conseil du Trésor n'avait pas fourni un plan à long terme pour le financement de cette transition et pour opérer dans le nuage, et que les ministères n'avaient pas tous les outils pour être en mesure de bien déterminer les coûts, les expertises et le personnel qu'ils ont besoin pour assurer la sécurité continue de l'information. OK. Dans un autre rapport, parce que vous avez émis plusieurs rapports aujourd'hui, dans un autre rapport, vous avez découvert que malgré un audit préalable en 2013, le gouvernement fédéral continue de ne pas fournir les fonds nécessaires aux communautés autochtones pour les protéger des situations d'urgence, comme les incendies. Décrivez-nous un peu la situation, et puis si je comprends bien, il s'agit surtout de questions d'investissement dans les infrastructures. Oui, on a fait un suivi avec Services aux Autochtones Canada pour savoir s'ils avaient apporté les soutiens nécessaires pour les communautés des Premières Nations pour traiter ou pour gérer vraiment les urgences, que ce soit des inondations ou des feux de forêt. On a trouvé quelques lacunes. Vraiment avec l'augmentation de la fréquence et l'intensité de ces urgences naturelles, que le gouvernement investissait plus de temps, environ 3 fois et demi de plus d'argent à répondre à une urgence au lieu de prévenir et être plus préparé.
Et c'est cette approche-là qu'on a recommandée, c'est de vraiment avoir un investissement au préalable au lieu de seulement réagir. Donc, vous dites que c'est 3 fois et demi fois plus d'argent dépensé à évacuer les réserves et les communautés autochtones que d'investir dans les infrastructures qui auraient empêché l'évacuation. Oui, en effet, on a constaté que le ministère avait une arriérée de projets approuvés d'infrastructures pour atténuer les risques et les impacts des urgences, mais qu'environ 112 projets étaient approuvés, mais non financés. Alors, il y a un manque de financement vraiment et un investissement dans la préparation au lieu de juste la réponse. OK. Un autre sujet, dans un autre des audits, vous estimez que le gouvernement fédéral a perdu la capacité de pleinement surveiller et de protéger la souveraineté dans l'Arctique canadienne. Quel est le problème? Alors, on a complété notre audit sur la surveillance des eaux arctiques. Avec le changement climatique, avec la glace qui fond dans l'Arctique, les eaux sont beaucoup plus navigables. Et le trafic a augmenté durant les 3 dernières décennies. Ce qu'on a constaté, c'est que les entités fédérales qui surveillent et qui répondent aux incidents dans l'Arctique n'ont pas adressé des lacunes de longue date. En effet, ils ont identifié des lacunes jusqu'à 2011 et il y a très peu d'actions concrètes pour adresser ces lacunes. C'est un peu de l'investissement dans l'équipement qui est désuet, mais aussi des lacunes dans la surveillance de l'Arctique. Pour la surveillance ou pour les patrouilles, le gouvernement a quand même annoncé des brise-glaces, des vaisseaux de patrouille arctiques, mais ils sont en retard? Mais on a complété un audit en 2021 sur la stratégie de la construction navale. Et lors de cet audit, on a constaté que les projets pour remplacer certains navires, comme les brise-glaces, prenaient du retard. Maintenant, dans notre audit sur la surveillance des eaux arctiques, on a constaté que les retards continuent et que c'est probable que les navires existants vont arriver à la fin de leur vie utile avant que les nouveaux navires sont prêts pour les remplacer. Et alors, c'est le temps de prendre une action immédiate. Là, vous parlez d'une espèce de trou noir où il n'y aura pas de vaisseau pour faire la patrouille et faire la surveillance, la souveraineté. On estime avec les délais qu'on a vus durant l'audit que dans la prochaine décennie, si une action n'est pas prise en ce moment, qu'il va y avoir des lacunes importantes dans la surveillance et dans la réponse aux urgences dans l'Arctique. OK. Un dernier sujet, quand même, c'est très important celui-ci, c'est les programmes du gouvernement fédéral sur l'itinérance. Le fédéral a annoncé, le gouvernement Trudeau a annoncé un programme de 9 milliards de dollars pour combattre l'itinérance, le programme national du logement. Quels sont vos constats, rapports? Vous dites que le gouvernement a dépensé presque la moitié de cette enveloppe, mais qui a perdu le fil un peu. Il n'y a pas d'idée sur l'impact des investissements? Alors, on a vraiment regardé au progrès que Infrastructure Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont fait pour les programmes sous la stratégie nationale sur le logement. Et on a constaté que les 2 entités fédérales ne savaient pas si leurs efforts avaient amélioré les conditions de logement des personnes sans abri. C'est à cause d'un manque de données qui n'est pas recueilli, ou quand les données sont recueillies, une analyse qui est incomplète pour savoir si les programmes devraient être ajustés. Et alors, une meilleure coordination est de besoin pour s'assurer que le gouvernement puisse atteindre leur objectif de réduire par 50 l'itinérance chronique d'ici 2020. Donc, votre recommandation, c'est une meilleure collecte de données et une meilleure coordination de charger une entité centrale de cueillir ces données? Absolument. On a trouvé qu'il y avait un manque de leadership dans le domaine. Il n'y avait aucune des entités qui se sentaient responsables d'adresser l'objectif de réduire l'itinérance chronique par 50 %. Alors, un peu de leadership avec une meilleure coordination et certainement une meilleure collecte de données pour adresser la problématique. On a conclu que c'est peu probable que le gouvernement va atteindre son objectif, mais ils peuvent quand même se mettre sur une bonne voie d'ici 2020. OK. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi le 15 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Martin Stringer qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.